Bien, bonjour à tous. Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes ensemble ici à la chapelle jusqu'à 17h30. Vos options ont été suspendues cet après-midi exceptionnellement. Merci à tous pour votre présence, merci aux professeurs, merci aussi à M. Bollon pour sa présence. Je vais vous présenter dans quelques instants donc, Tiffaine et Maxence qui sont venus. Il y a le frère Dominique Benoît aussi qui est avec nous, et Amaury Guillette de la radio RCF, radio chrétienne francophone, qui enregistre et qui permettra à vos parents et à d'autres de pouvoir écouter et voir aussi ce double témoignage, ce témoignage à deux fois. Donc, chers élèves de première, vous êtes conviés cet après-midi à un instant d'évasion. Un moment pendant lequel vous allez pouvoir, en fermant les yeux, mais attention sans vous endormir, partir vers des horizons lointains. Vous êtes en première et vous commencez déjà à lever les yeux vers l'horizon. Quelle spécialité, quelle option, quelles études, quel métier, quelle vocation, quel chemin, quel but. Regarder loin implique une préparation ici et maintenant. L'accordaire, donc, oui, et après. Quel appel écouter? Celui de mes caprices du moment, celui de mes passions, un appel intérieur, un appel qui viendrait de plus haut que moi. Comment rassembler les pièces de ce puzzle? Comment y voir clair? Comment savoir où l'on va dans un monde qui ne sait plus où il va? Pendant cette escapade, nous serons accompagnés par deux anciens élèves de l'accordaire qui, comme vous pouvez le constater, ne sont pas si anciens que ça. Tiffaine, étudiante en médecine, nous emmènera en Roumanie, en Inde et autres contrées lointaines. Et Maxence, étudiant en sciences politiques, nous fera visiter Jérusalem et d'autres horizons. Notre voyage de cet après-midi sera un voyage intérieur. Il vous revient à vous, chers élèves de première, de le concrétiser. Alors, dépliez vos cartes IGN, faites vos lacets, mettez votre sac sur le dos, tout est prêt, allons-y, et suivons nos deux guides pour partir à l'aventure. Voilà, donc si Tiffaine veut bien... c'est moi qui vais commencer. C'est Maxence qui commence. Ouais. Eh bien, c'est Maxence qui commence. Bonjour, je suis un tout petit peu stressé d'être là devant vous aujourd'hui, donc j'ai un peu marché, sinon je vais un peu trembler. Et je voudrais d'abord vous dire comment je m'appelle, donc Maxence. J'ai quelques frères et sœurs qui traînent à l'accordaire, que vous apercevez peut-être parce qu'on se ressemble. Et je suis très heureux d'être là de retour aujourd'hui. J'ai passé mon bac en 2016, donc ça fait 5 ans que je suis parti de l'accordaire. Je suis resté tout le lycée à l'accordaire pour 3 ans. À l'époque, c'était la PES 3. Je crois que ça a un peu changé depuis, mais
voilà, j'ai bien aimé mes années. Et il y a quelques temps de ça, assez longtemps quand même, Julien Chouvet m'a contacté pour dire oui, il faudrait faire une conférence sur le choix, l'orientation. C'était pas hyper clair non plus, c'était vraiment plein de bonne volonté et de construction, mais j'ai pas tout compris. Alors heureusement, on s'est appelé plusieurs fois depuis et on a essayé un peu de définir de quoi on allait vous parler aujourd'hui. Et moi, j'avais très envie de venir vous parler parce que je me sentais très flatté, mais j'avais rien à vous dire et je savais pas très bien de quoi parler. Et en fait, et aussi avec Tiffaine, on s'est appelé et on s'est dit de quoi on va parler. Et ce dont on s'est rendu compte en discutant, c'est de se dire, en première, c'est un peu l'année du choix avant le choix. À la fois, vous avez dû vaguement choisir en seconde des options, des trucs et tout pour commencer. En même temps, vous êtes encore en plein lycée, vous êtes un peu dans la fin, un peu dans le début, enfin c'est un peu compliqué comme moment. Vous avez eu la chance d'avoir le Covid, donc a priori vous n'avez pas trop de bac, vous n'avez pas trop de cours, vous n'avez pas trop de vie en dehors de l'école le soir, enfin c'est pas optimal. Et donc on s'est dit on va essayer à partir de nos expériences, de ce qu'on a vécu, de ce qu'on a aimé, pas aimé, essayer de partager ça pour dire comment est-ce que notre expérience peut vous être utile et si on était à votre place, quels conseils on aimerait entendre. Donc voilà, donc c'est fait au titre de quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'années de plus que vous et qui aurait aimé entendre ça aussi quand il était à votre place. Comme j'étais encore un peu stressé, j'ai un peu fait un plan pour pas oublier ce que je vais dire. Donc j'ai un peu 3 parties. Donc en plus, ça vous faire réviser un petit peu la construction de vos dissertes et tout. Je suis ravi de le faire. Ma première partie, c'est de dire que dans l'orientation, ce qui vaut le coup, c'est de faire ce qui vous plaît. Je pense que vous entendez ça tout le temps. Et en fait, c'est pas très facile. On se dit, merci, faire ce qui me plaît, mais ok, ce qui me plaît, c'est pourri, ça sert à rien. Ou alors, ce qui me plaît, je gagnerai pas d'argent. Ce qui me plaît, je sais pas faire, je suis pas bon. Enfin, des trucs comme ça. Mais à votre âge, j'avais un gros problème de confiance en moi. J'ai beaucoup aimé l'accordaire, mais je passais mon temps à me dire que j'avais pas d'amis, j'avais envie d'aller me cacher au CDI, c'était vraiment terrible. Et j'étais heureux, mais j'avais ce fond de confiance en moi qui était assez difficile à gagner. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes de notre âge, de votre âge, et ça se manifeste parfois par des choses différentes, mais on a tous un peu envie de prouver des trucs, on n'a pas encore grand chose à prouver. On est là, je ne sais pas ce que je vaux, à la fois on a l'impression d'être des adultes, à la fois on ne l'est pas encore, c'est très compliqué. Et finalement, la chance que vous avez, c'est que dans 1 ou 2 ans, déjà maintenant ça commence, mais encore plus quand vous passerez votre bac et que vous débarquerez après dans le supérieur, vous allez débarquer dans des endroits que vous avez choisis, et il y aura d'autres gens qui les auront choisis pour les mêmes raisons, et ça va vraiment être chouette. En débarquant, moi j'ai décidé de postuler à Sciences Po parce que je ne savais pas quoi faire et qu'on m'avait dit Sciences Po c'est pas mal parce que tu n'as pas besoin de savoir ce que tu veux faire. Donc je me suis dit c'est exactement ce qu'il me faut et j'ai postulé à Sciences Po, j'ai eu la chance d'être pris et donc j'ai débarqué à Paris, j'étais assez jeune et je me suis retrouvé tout seul à Paris, on n'avait pas de famille, je connaissais personne, j'étais un peu stressé. Et en fait, très vite, je me suis fait plein d'amis. Encore plus vite, beaucoup plus vite même qu'à l'accordaire. Parce que finalement, c'était des gens qui avaient choisi ça parce qu'eux aussi, ils aimaient. C'était des gens qui, eux aussi, n'avaient pas su quoi choisir. C'était des gens qui, eux aussi, aimaient un peu plus parler que réfléchir. C'était plein de gens comme ça. Et je pense que dans vos études supérieures, tous, vous aurez l'occasion de vivre ça. Peut-être que vous l'avez déjà remarqué dans vos classes, mais il y a un peu un changement en disant les choix que vous posez d'un point de vue des études vont aussi nourrir vos amitiés et votre vie à côté. Si vous allez en médecine, vous débarquerez sur des gens qui aiment les trucs du corps humain. Si vous choisissez le droit, il y a des tas de trucs comme ça, où vous trouverez des gens qui aiment. Et donc déjà, en faisant ce qui vous plaît, sur le plan de l'école, ça va nourrir vos amitiés et ça va nourrir votre vie à côté. Donc il ne faut pas avoir peur de ça en se disant ce qui me plaît, je vais me retrouver tout seul. En fait, c'est complètement l'inverse. Ce qui vous plaît, vous allez vous retrouver à nombreux. Et ça, c'est une grande chance.
Et c'est pareil donc dans les choix de l'école, mais c'est pareil à côté. C'est pareil si vous avez des passions sur le côté, s'il y en a qui adorent les origamis, on prend toujours des exemples un peu pourris, mais en vrai, il faut les nourrir. Et encore plus aujourd'hui où influenceur, c'est un vrai métier. Donc aujourd'hui, le mec qui est hyper fort en origami, peut-être qu'il a 100 000 abonnés sur Instagram. Et ça, c'est vraiment stylé. Donc, j'ai pas Instagram, mais c'est Aurore qui m'a expliqué. Mais, et donc, nourrissez ça et soyez exigeants là-dedans. Il y a une phrase que j'avais lue à peu près à votre âge, qui est du philosophe Alain, et qui dit « Toute l'œuvre de la raison consiste à subordonner l'intelligence au cœur ». Donc ça veut dire que il faut être raisonnable dans vos choix. Et raisonnable, ça veut dire que vous prenez l'intelligence et vous la mettez en dessous de votre cœur. Vous regardez ce que vous aimez, et vous faites ce que vous aimez avec un peu d'intelligence qui débarque pour nourrir ça, mais pas dans l'autre sens. Donc voilà, ayez pas peur de choisir un truc que vous kiffez. Enfin, c'est vraiment hyper important. Et quand vous choisissez un truc que vous aimez, visez grand. Petit à petit, faites des trucs fous. Soyez un peu audacieux en fait. Donc moi j'avais un peu l'impression d'être audacieux en débarquant à Paris tout seul. Ok, c'est pas mal, mais il y a plein de gens qui font pareil et en fait on se rend compte que c'est pas trop difficile. Et après en 3e année de Sciences Po, en fait on a une année à l'étranger. Et du coup moi je suis parti à Jérusalem. Et je m'étais dit, pourquoi Jérusalem ? Parce que j'apprenais l'arabe, ça me faisait plaisir, parce que c'était fort spirituellement d'être dans la capitale à Jérusalem, mais aussi parce que je me dis, en fait c'est un pays que je connais pas du tout, en moyenne ça va être la galère, et j'ai un peu envie de galérer, j'ai un peu envie de voir ce que ça donne. Et donc je suis arrivé le premier jour, je donne mon adresse au chauffeur de taxi en descendant du bus qui m'emmenait de l'aéroport, il me dit, elle n'existe pas. Donc c'était pas ouf comme début, j'avais une super grosse valise, il était tard, et je me suis dit, bon, bienvenue au club, ça va être une longue année. Et en fait, c'était une année de maboule, parce que, pardon, je sais pas si maboule, ça veut dire des trucs à votre âge. Je vais peut-être essayer de me mettre à la page, je suis désolé. C'était une année dingue, parce que en fait, j'étais tout seul, et je pouvais faire que ce que je voulais tout le temps, mais c'était dur, c'est-à-dire que c'était pas que ce que je voulais et c'était regarder Netflix, c'était ce que je voulais et apprendre à acheter l'électricité. Donc à Jérusalem, il n'y a pas EDF, donc pour acheter l'électricité, il faut trouver un magasin et y aller et demander en arabe, parce que j'étais dans la partie arabe de Jérusalem, de remplir une carte SIM pour mettre de l'électricité. Donc moi, pendant les 2 premiers mois, j'allumais la lumière en faisant hyper attention pour être sûr que j'allais survivre jusqu'au bout, parce que je n'étais pas sûr de savoir aller acheter de l'électricité. Vraiment, c'était vraiment hyper compliqué. Mais à la fin, on se rend compte que finalement, ce qu'on aime, ça vaut le coup et qu'il faut le cultiver. Donc voilà, s'il y a un truc à retenir d'aujourd'hui, c'est faites ce que vous aimez. Voilà. Bon, maintenant, on arrive à la limite de cette théorie. C'est 1, qu'est-ce que j'aime faire ? Et parfois, c'est pas clair, on ne sait pas ce qu'on aime. Et 2, en fait, si on fait que ce qu'on aime, au bout d'un moment, on peut avoir un sentiment de vide, on peut avoir un sentiment un peu de vanité. Et moi, je vous ai parlé de mon arrivée à Sciences Po, je me fais plein d'amis, c'est super et tout, je rentre super tard tous les soirs, machin. Et en fait, au bout de 6 mois, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai comme souvenir de mes 6 premiers mois ? Et en fait, c'était une seule longue grasse mat, mais vraiment pas ouf. Enfin, vous voyez, la grasse mat du dimanche ou après, le dimanche après, mais pourri, et ben c'était celle-là, et pendant 6 mois. En fait, on se dit, c'était super, j'ai rencontré des gens, j'ai fait des machins, et ça m'a pas apporté grand-chose. Et donc en fait, si on fait que ce qu'on aime uniquement parce que ça nous fait plaisir, là, je pense qu'il y a un vrai risque d'une chose un peu vaine, un peu d'un vide où en fait ça produit pas grand-chose. Et je pense que vous pouvez déjà le ressentir. Et je pense qu'aujourd'hui, oui, ça se ressent très vite. C'est une série, c'est vachement bien, et en fait, quand on finit une saison d'un coup, on se rend quand même compte qu'il y a un truc qui cloche et qu'on n'est pas hyper heureux. Et voilà. Et moi, ça m'est beaucoup arrivé de finir les séries d'un coup. Et je me suis dit, comment on fait maintenant ? Et moi, j'étais là, mais qu'est-ce que je fais pour sortir de ce trou de trucs un peu mou, de longue grasse mat ? Comment on se réveille vraiment et on devient... on ouvre les yeux, quoi. Et c'est là que j'arrive à mon grand 2. Voilà, donc on est encore au tout début. Hein. Donc là, j'arrive à mon grand 2. Et le grand 2 qui est « La liberté, c'est s'engager ». J'ai mis un titre.
Voilà, parce que c'est la deuxième chose qu'il faut retenir. Après, faites ce qu'il vous plaît. C'est la liberté, c'est s'engager. C'est une conférence que j'avais eue en première à l'Accordaire, de François-Xavier Bellamy, qui à l'époque était un philosophe et maintenant est un homme politique. Mais à l'époque, c'était un philosophe. Et il avait fait une distinction entre deux types de liberté. Et c'était très intéressant. Il y avait la liberté telle que moi je la comprenais à l'époque, qui était faire ce qu'on veut, et c'est-à-dire ne pas choisir. Vous voyez, si je veux rester libre entre choisir un Coca et un Orangina, en fait, quand je choisis le Coca, je renonce à l'Orangina. Quand je choisis l'Orangina, je renonce au Coca. Du coup, pour rester libre et ne pas avoir à renoncer à l'un ou à l'autre, il faut ne pas choisir. Mais en fait, on va nulle part. Dans ce cas-là, on a juste hyper soif. Et du coup, pour vraiment être libre, à la différence de ce qu'on croit qui est garder le plus de choix possible devant soi, si on veut vraiment être libre, ce qu'il faut, c'est s'engager. C'est choisir un truc et aller jusqu'au bout. C'est choisir le Coca et le boire en entier. Bon, là, c'est pas très impressionnant, mais si c'est avec des trucs un peu plus engageants, comme par exemple une filière d'études, vous choisissez, par exemple, je sais pas, les maths en première, et bien jusqu'au bout, vous allez devoir faire des maths. Et ben peut-être qu'au milieu vous dites en fait c'est pourri, vraiment c'est nul, qu'est-ce que c'est que ces histoires de chiffres, moi j'ai pas fait de maths depuis 6 ans et je m'en porte super bien, mais qu'est-ce que c'est que ces histoires de chiffres, et en fait non, vous allez aller jusqu'au bout et à la fin en fait vous vous rendrez compte que ça a servi à quelque chose ces maths. Donc voilà, la liberté c'est choisir un truc et aller jusqu'au bout. Et donc dans le premier je vous disais soyez audacieux et faites les trucs que vous aimez, et en fait maintenant il faut aussi se dire la liberté, pour vraiment apprécier ce qu'on aime et notre audace, il faut être exigeant. Il faut se dire ce que je fais, je le fais jusqu'au bout, je fais pas juste un truc que j'aime parce que je le commence, je le fais jusqu'au bout. Et ça c'est vrai dès aujourd'hui dans vos études. Si vous vous rendez compte que vous regrettez un peu votre choix et que vous arrêtez d'étudier, vous allez forcément complètement regretter votre choix. D'études par exemple. Et ça c'est pas très grave au lycée parce que vous êtes à peu près obligé de venir en cours. À la fac c'est beaucoup plus grave. Et moi mes cours de fac, parce que j'allais aussi un peu à la fac, et mes cours de fac j'y allais, les 2 premiers cours me plaisaient pas, je me disais j'arrête de travailler, et ben en fait ça devenait jamais bien parce que juste tu débarques en cours, tu sais pas de quoi le mec parle, et du coup j'arrêtais d'aller à la fac. Et en fait c'est bête parce que après tu te sens, on n'est pas fait pour avoir on n'est pas fait pour avoir que du temps libre quand on est étudiant, et en fait à la fin de l'année t'as rien appris et juste t'as vraiment une énorme amertume et tu te dis à quoi ça a servi tout ce que j'ai fait. Et donc ça vaut le coup quand vous avez fait pour être libre de vous engager dans un truc que vous aimez, et ça fait grandir. Et ça, je pense que la joie des études supérieures... Ah oui, parce qu'en fait, il faut aussi que je vous donne de l'espoir pour les études supérieures. C'est une des demandes de Monsieur Chouvet. Donc, faut que, pas que je... Enfin, voilà. Donc, un des espoirs qu'il y a pour les études supérieures, c'est qu'en fait, il n'y a pas que les études supérieures. Sauf pour ceux qui feront une prépa pendant les 2 premières années et les médecines. Mais après, c'est quand même bien. Et donc, il y a les assos. Il y a les projets. Il y a des milliards de choses à faire. En plus des études, pour s'engager. Et moi, par exemple, je me suis dit, j'aimerais bien rendre service, et je me suis mis à faire des maraudes. Donc ça veut dire des visites avec les sans-abri le soir, et c'était franchement hyper marrant. En fait, c'est très très rigolo comme expérience, et pour la première fois de ma vie, je me suis dit, là peut-être que si j'étais pas là, il y aurait un gars qui aurait eu froid. Et en fait, on se sent utile. Tu dis, si j'étais pas là, il y aurait un mec qui n'aurait pas parlé à qui que ce soit pendant 24 heures. Faites le test de parler à personne pendant 24 heures en étant assis dans la rue, c'est horrible. J'ai pas fait le test, mais c'était une preuve. Et donc en fait vous vous sentez utile et vous vous sentez mûrir. Et les choses que vous aimiez au début, maintenant vous les faites avec un peu de persévérance en disant maintenant, en plus de recevoir la passion que c'était depuis le début, je vais essayer d'un peu donner. Je vais essayer d'un peu rendre en m'engageant quelque part. S'engager, ça veut dire, je connais pas le latin derrière, il y a probablement Madame Estelle par exemple, mais engager, je pense qu'il y a quelque chose qui est de l'idée d'avoir un gage, donc de devoir rendre des comptes. Et donc, ça veut dire de devoir donner. Quand on s'engage quelque part, ce n'est pas que dans le recevoir, c'est aussi dans le donner. Et donc ça, c'est hyper important, et vous aurez vraiment l'occasion de le faire. Peut-être que vous le faites déjà aujourd'hui, et ça c'est top, mais vous aurez encore plus l'occasion de le faire après votre bac. Et ça, profitez-en. Vraiment, allez dans des assos, allez dans des œuvres
pour d'autres gens que vous. Et en fait, ça va vous sortir de votre que carpe diem, que profiter tout le temps, et vous n'aurez pas la vacuité de la longue grasse mat. Vous aurez un peu l'impression d'avoir quand même fait quelque chose dans la journée. Et ça, en fait, c'est une immense chance qu'on a après le lycée, je trouve, de pouvoir se donner comme ça. Et moi, par exemple, à Jérusalem, j'ai eu bien évidemment la déprime de la longue grasse mat de Jérusalem. En novembre-décembre, là, je me dis, ben là, ça fait 3-4 mois que je suis là. Je me suis fait plein d'amis et j'ai visité des trucs, mais il n'y a personne qui compte sur moi ici. Je pourrais disparaître de ce pays et personne n'aurait rien à attendre de ma part. Et en fait, c'était un peu dur. J'ai pas mal badé de dire ben à quoi tu sers Max, enfin, qu'est-ce que tu fous là? Et là je me suis dit ah bah tiens je vais essayer de trouver un truc et je me suis un peu motivé. Il y avait un copain qui avait des mecs qui connaissaient des gens qui bossaient dans une maison de retraite et je suis allé à la maison de retraite et chaque semaine après j'allais à la maison de retraite à Jérusalem. Et en fait c'était dingue parce que il y avait des gens qui se souvenaient de moi, alors pas énormément parce qu'ils avaient pas mal Alzheimer. Mais il y en avait quand même qui retenaient à peu près mon prénom parce qu'en fait je m'appelais Max parce que Maxence ils peuvent pas prononcer et Max c'est vraiment un prénom de chien et du coup dès que j'arrivais il faisait Max doggy name et il me retenait comme ça avec le doggy name. Du coup j'étais quand même il voyait à peu près qui j'étais le petit chien mais en fait, ils m'aimaient trop. Les vieux, ils étaient fans de moi. Et dès que j'arrivais, voilà, ils étaient super contents. Ils voulaient que je les promène en fauteuil roulant, que je leur coupe leur steak et tout. Et en fait, je me suis dit, ben voilà, là, c'est agréable. Et aujourd'hui, si je retournais en Israël, ceux que je voudrais revoir, c'est ces petits vieux. C'est pas mes potes qui allaient très bien, qui étaient des cool kids, enfin tout ce qu'il faut. C'était les petits vieux qui, en moyenne, ne se souvenaient pas de moi. En moyenne, étaient vraiment des sales gosses. Enfin, ils avaient vraiment des caractères hyper difficiles. Mais en fait, avec eux, je m'étais engagé. Et ça, c'était une vraie joie. Et c'est une joie que j'ai vraiment découverte après mon bac par ces services-là. Et donc, vraiment, je vous conseille de toutes mes forces de vous engager dans les trucs. Donc ça, c'était le grand 2. Il en reste encore. Et sauf que les limites du grand 2, de cet engagement-là, c'est, en fait, c'est pas facile. Le premier, c'était trop facile de faire que ce qui plaît, et maintenant, c'est pas facile. En fait, on a beau dire, ouais, je vais aller visiter les clochards, ouais, je vais aller visiter des vieux. En fait, on est bien mieux dans son lit. Et en fait, c'est pareil avec les cours. Ouais, je vais m'engager dans mes cours et faire des formations exigeantes, je vais passer des concours. En fait, même si tu te dis, je passe un concours, t'as quand même du mal à ouvrir ton sac au lieu d'être sur YouTube. Enfin, et c'est toujours hyper difficile. Et il y a le découragement de se dire, de toute façon, j'y arriverai jamais. De toute façon, j'ai fait des efforts, ça n'a servi à rien. De toute façon, rien de ce que j'ai fait ne produit du fruit. Et se dire je suis un gros nul, je suis paresseux, je suis orgueilleux, je sais pas quoi, enfin tous les trucs que vous voulez. Et on se dit j'ai essayé de m'engager et rien ne s'en sort. Et finalement je suis pas l'abbé Pierre, je suis pas Mère Teresa, je suis pas le général de Gaulle, je sais pas qui vous préférez, mais j'arrive à rien. Et ça c'est assez dur aussi parce que c'est une émotion qui est encore plus profonde que juste un ennui. C'est se dire je suis incapable. Donc super, parce que moi je commençais un peu à avoir confiance en moi depuis que j'étais sorti du CDI, pas du tout. Et là on arrive au grand 3. Le grand 3 qui est à mon avis la clé, c'est une phrase que j'ai entendue un jour et qui est à mon avis une clé hyper précieuse pour sortir du découragement. Et cette phrase, c'est apprenez-nous à faire de grandes choses par la fidélité aux petites. Apprenez-nous à faire de grandes choses par la fidélité aux petites. Et ce que ça veut dire, cette phrase, c'est qu'il faut commencer par les petites choses et que les grandes suivront. Moi, quand j'allais voir des clochards au début, c'était vraiment dans le but que de mettre un terme à la pauvreté et à la solitude en France. Mais en fait, en moyenne, en distribuant des cafés tièdes, ça ne marche pas. Il faut vraiment beaucoup plus pour mettre un terme à la pauvreté et à la solitude en France. En revanche, si on se dit mon but c'est d'essayer de faire un sourire à ce mec et d'essayer de connaître son prénom à la fin de la discussion, et ça c'est un but qu'on peut avoir. Et donc on commence avec une petite chose. Et
Et petit à petit, on développe la patience et la confiance de petit à petit faire des grandes choses. Et ça se passe, et en fait je pense que ça réussit. Et j'ai l'impression que toutes les grandes, que dans tout, enfin ça s'applique dans tous les domaines, toutes les carrières, toutes les vies, tous les appels, cette idée de commencer petit. En fait, en moyenne, on est petit. Vous êtes petit, mais pas que parce que vous êtes en première, vous êtes petit parce que on est tous petits et on a beaucoup de mal à faire des grandes choses directes. Donc, en fait, il faut commencer par des choses à notre taille. Il y avait une vidéo qui avait tourné, mais je ne sais pas si elle tourne encore, mais c'était il y a vraiment à peu près quand j'étais sur ces bancs, donc c'était il y a longtemps, mais c'était un général américain qui disait, c'était genre motivational speech, le plus grand discours des années 2000 à regarder avant de s'endormir, et c'était un général américain qui disait « faites votre lit ». Le matin, en vous levant, faites votre lit, et comme ça, vous aurez au moins une chose de faite dans la journée. Et en fait, c'est ça. Si vous voulez sauver le monde, vous commencez par faire votre lit. Et ça vous entraîne, ça muscle la volonté, qui est un muscle en fait. Donc là, on voit que j'ai pas fait médecine. Ça muscle votre volonté et vous, petit à petit, vous apprenez à faire des choses. Donc si vous faites votre lit tous les matins, donc c'est un truc qui est inutile et relou. Donc c'est quand même deux choses pas bien. Mais sauf que si vous savez faire des trucs inutiles et relous tous les matins en vous levant, et ben petit à petit vous allez apprendre à apprendre vos DS. Donc ça c'est relou, mais c'est pas inutile. Mais donc vous serez un peu plus musclé pour le faire. Après vous pourrez aussi faire des choses inutiles mais pas relou. Enfin vous voyez, mais en moyenne, avec les petites choses vous allez petit à petit progresser. Et donc ça c'est vrai pour les cours. Ça c'est vraiment vrai, vous commencez petit, moi j'ai appris à travailler le jour où j'ai compris que pour commencer, ce qu'il fallait faire c'était des fiches. Moi je m'étais toujours dit, de toute façon c'est trop compliqué, je n'arrive pas à faire des fiches, je n'en ferai pas et je les apprendrai pas et ça se passera très bien. En moyenne ça se passe pas non plus hyper bien cette technique là. En revanche, si vous dites d'abord je fais les fiches, après en fait elles sont jolies, on a envie de les lire et après on les apprend. En fait vous voyez c'est des petits trucs les uns après les autres. Et donc ça c'est vrai pour les cours et c'est encore plus vrai dans le supérieur. Où vous vous dites oulala, je sais pas quelle option choisir, je sais pas quel truc faire. Je me dépêche. Je sais pas quel truc faire et en fait vous dites bon bah je commence par le petit truc que j'aime et qui a l'air bien et ensuite ça viendra. Et petit à petit en fait vous faites votre parcours comme ça pierre par pierre et c'est super à la fin. Donc ça c'est vrai pour les cours, c'est vrai pour les relations amoureuses, par exemple. Enfin, c'est un très bon exemple de ça. Je ne sais pas combien d'entre vous ont déjà été amoureux, mais en gros, quand on est amoureux, on se dit, ok, enfin, quand on est vraiment amoureux, on se dit, ok, là, je mets un peu la misère à tous les mecs qui ont écrit des romans d'amour depuis le début, parce que moi, c'est vraiment très fort. Moi, c'est vraiment un truc, là, je sens qu'il se passe un truc, je crois que c'est mieux que les autres. Et en fait, on a envie de donner l'univers entier, il n'y a plus aucune hyperbole, plus aucun superlatif qui suffit. C'est hyper beau comme sentiment, enfin c'est un truc de ouf, on a un peu l'impression de découvrir l'absolu. Sauf qu'après, en réalité, l'autre, en moyenne, est toujours une personne à peu près normale, toujours parfois, on doit faire des choses inutiles et reloues. Et même parfois on se fait blesser et tout ça. Et donc si on reste bloqué sur l'exigence d'absolu et de grandeur, en fait vous n'allez pas arriver très tard et vous allez... je suis désolé mais ça va un peu mal finir votre relation amoureuse là. Mais c'est pas une fatalité. La technique c'est de se dire on commence petit. Donc c'est ok elle m'a saoulé aujourd'hui, qu'est-ce que je fais ? J'essaye de lui demander pardon. Ça ne va pas servir à grand chose parce qu'elle sera toujours saoulante sur ce sujet, mais au moins aujourd'hui j'aurais fait un petit truc sympa pour elle. Et ainsi de suite. Donc ok, là c'est un peu relou parce que c'est ses potes, je les connais pas trop, j'ai pas hyper envie d'aller à cette soirée parce que je serai le seul qui connaît personne, mais je vais juste essayer d'y aller genre 1 heure, et comme ça la prochaine fois qu'elle me réinvitera, je les connaîtrai déjà un peu ses potes. Vous voyez, et c'est des trucs comme ça, et en fait ça sert à quelque chose, et après on construit une relation qui est grande, et elle est grande pas parce qu'on a commencé grand, parce qu'on a commencé petit et qu'on a fait des Lego là, qu'on a empilés. Et là c'est solide. Et en fait, ça c'est particulièrement vrai, je pense que c'est aussi une approche qui est particulièrement vraie dans la vie de foi. Puisque nous avons la chance d'être dans une chapelle et que moi, une chose extrêmement importante dans mon parcours aussi, ça a été la foi, et la foi que
qu'une amie définissait comme une relation amoureuse avec Dieu, avec tout ce que ça implique. C'est-à-dire que c'est une relation amoureuse donc, qui n'est pas très facile. Au début, on a peur, on n'ose pas parler, en fait, peut-être qu'on ne l'a pas rencontré, enfin, voilà. Et en fait, par des petites choses, on construit, comme ce que je vous expliquais pour une relation amoureuse normale, là, on construit quelque chose. Et moi, quand j'étais à votre place, je commençais à peine à... en gros, j'ai commencé à croire en Dieu entre la seconde et la première, pour une histoire que je vous raconterai un autre jour. Mais, et en fait, à l'époque, je ne savais pas très bien, même si j'avais une famille et tout, mais qui croyait en Dieu, mais je ne savais pas très bien comment faire. Et je me disais, tous les soirs, avant de me dormir, je dis bonsoir à Marie, la Vierge Marie. Et voilà, et en fait, petit à petit, il s'est passé des trucs. Un jour, j'ai appris à prier, donc la technique, c'était tu t'assois à côté d'un arbre et tu te tais pendant 1 heure. Donc ok, et moi j'ai pas l'habitude de me taire pendant 1 heure, et en fait ça s'est super bien passé, et voilà, et au fur et à mesure, par des petites choses toutes petites, j'ai vraiment eu cette présence amoureuse, c'est-à-dire un genre de, voilà, pour ceux qui ont déjà été amoureux, c'est un peu un réacteur, genre parce qu'il y a quelqu'un quelque part, c'est le petit prince. C'est ce qui embellit le désert, c'est parce qu'il cache un puits quelque part. C'est parce que quelque part il y a quelqu'un qui vous aime. Alors là, mais tout est brûlant et tout est hyper lumineux. Et ben en fait, c'est ça, Dieu. C'est un mec, vous le rencontrez par des petits trucs. Et ça reste par des petits trucs. Et en fait, ça fait un réacteur nucléaire qui vous alimente complètement au quotidien. Et donc là aussi, dans Dieu, et en fait, ça vous alimente pour... Et toutes ces choses se reversent les unes sur les autres. Ça vous alimente pour vos études, ça vous alimente pour vos relations amicales, amoureuses, ça vous alimente pour les autres trucs. J'ai pas d'un... Enfin le reste quoi. Et voilà. Et effectivement, on ne peut vraiment se donner, ce que j'ai noté à la fin, c'est se donner, donc s'engager, comme je vous l'ai dit, c'est un verbe qui marche vraiment qu'au présent. C'est facile de dire ouais, je me donnerai, ou ouais, je me suis carrément donné, mais en vrai, le truc qui compte, la seule preuve que vraiment on se donne et qu'on fait quelque chose pour les autres, c'est au présent. Et donc chaque jour, il faut commencer par donner, et chaque jour, il faut refaire son lit. Et donc voilà, juste, je vous relis juste les titres de mes 3 parties parce que j'ai été super long, je suis vraiment désolé. Mais faites ce qui vous plaît, engagez-vous et apprenez-nous à faire de grandes choses par la fidélité aux petites. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté. T'as pas de poche? Ah non, je veux que je le tienne. C'est juste pour que ça tombe pas en fait, ça fait un petit poids. Ouais, bah regarde comme ça va. Ouais. Merci de bien vouloir rester calme. Certaines bavarder trop. Donc je vais passer maintenant le micro à Tiffaine. Yes. C'est tout bon pour les branchements? Écoute, je crois. Parfait. Merci Tiffaine. Hop. Alors, moi je m'appelle Tiffaine, j'ai 24 ans. J'ai passé mon bac il y a 7 ans. Je pense que ça va être un peu moins marrant que Maxence, parce que je traverse une période un peu compliquée en ce moment. Je suis en médecine, c'est un marathon et je suis à la fin de la course et c'est un peu dur. Du coup, moi j'ai toujours voulu être médecin. Je sais pas qui veut être en médecine à peu près. Vous avez des idées? Ah cool, bon super. C'est dur. Ok, cool. Ok. Chut. Hop, s'il vous plaît. Donc moi, ça a été une vocation. Je l'ai presque pas choisi. J'ai toujours su que je voulais être médecin et j'ai jamais douté de cet appel qui a été l'appel le plus fort de ma vie. J'ai jamais rien ressenti d'aussi fort, même en aimant, en étant très amoureuse, dans plein de choses, ça n'a jamais dépassé ce que j'ai pu ressentir par cet appel. Et du coup, moi, je suis rentrée à l'Accordaire, j'étais en S, j'avais un niveau bidon en maths, bidon en physique, bidon partout, quoi. J'étais vraiment, tu vois, le boulet un peu à traîner dans les classes scientifiques. Et même à travers tout ça, on n'a pas réussi à me décourager. J'ai été bien entourée avec des gens, notamment parfois des profs, etc., qui me disaient, qui croyaient en moi, quoi.
Et à la fin de ma terminale, je suis partie avec Pierre-Jean Collomb à Calcutta, en Inde. Pendant, je sais pas, 3 semaines, 1 mois, un truc comme ça. Et moi, j'ai bossé dans un centre de fin de vie. Donc je venais d'avoir mon bac. Et là, en fait, j'ai postulé pour médecine en Roumanie. Et j'étais prise aussi dans une écurie à Marseille, qui est une très bonne écurie, qui s'appelle le centre Laennec. Et en fait, moi, ce que je vais parler... Le point principal d'aujourd'hui, je pense que c'est le discernement. Donc ça revient un peu sur ces questions de choix, etc. Et en fait, c'est en Inde, à Calcutta, dans ce milieu qui était quand même super dur, que j'ai choisi, et en fait, de fait, que j'ai renoncé. Donc j'ai renoncé à faire médecine en France, parce que j'avais très peur de perdre, ça c'est indubitable et je m'en cacherai jamais, j'avais très peur de perdre et en fait j'étais tellement sûre de moi et cet appel était tellement fort que je me disais mais j'ai pas le temps de perdre. C'est tellement puissant que je vois pas ce que j'irais faire en France et échouer et me retrouver, maintenant il y a des passerelles, c'est différent, machin, je sais même plus exactement comment ça marche pour vous, mais j'ai eu peur de perdre et surtout en fait c'était un système que j'arrivais pas à tolérer. Le système de la PACES, ces concours, etc., les QCM, machin. Moi, en fait, j'ai besoin qu'on me fasse parler et j'ai besoin qu'on voit les gens. Je veux dire, on va être médecin, c'est des gens, on va être au contact des êtres humains toute notre vie. Et en fait, quelqu'un qui a une très bonne note, ça fait pas forcément quelqu'un qui est très bon avec les êtres humains. Et c'était ma manière de penser quand j'avais votre âge, à savoir 17 ans, quoi. Donc, je rentre de Calcutta, je pars en Roumanie. J'ai 18 ans, c'est quand même à 2500 km de chez moi, j'avais un amoureux que j'ai dû bien évidemment quitter à ce moment-là, j'avais ma famille, c'est pas ma langue, c'est pas ma monnaie, je vous laisse imaginer le truc quoi. Et c'est des études que j'ai adorées. J'ai adoré ces études, c'était trop bien, en Europe de l'Est, c'était trop cool. Puis t'as un peu ce truc, t'as 18 ans, t'es loin de ta famille, tu peux un peu faire des trucs, personne ne le sait, c'était un gros campus universitaire, c'était génial. Et j'ai décidé d'arrêter mes études quand je suis entrée en 4e année de médecine. Non pas parce que je me sentais essoufflée comme je le suis aujourd'hui, mais parce que je ressentais quelque part un autre appel. Moi j'ai un petit problème qui est par rapport à la grâce matinée interminable de Jérusalem de Maxence, c'est que si jamais je pars pas à l'aventure, j'ai l'impression de ne rien faire. Alors ça a plein d'avantages, mais ça a aussi plein d'inconvénients parce que parfois on rame et on comprend pas ce qu'on fait. Et typiquement, cette année de césure, je ne savais pas pourquoi je la prenais et j'étais incapable de matérialiser pourquoi est-ce que j'avais envie de partir. Donc j'arrête mes études, je prends une année sabbatique, je sais pas où je vais, je sais pas ce que j'ai envie de faire, et j'avais envie d'être au Moyen-Orient. Je me retrouve au Liban, et en fait moi j'ai bossé à Tripoli pendant 8 mois, c'est au nord du Liban, à la frontière avec la Syrie. Et en gros j'ai bossé sur un terrain de guerre pendant 8 mois. Et ça m'a appris plein de choses, mais une fois de plus, je savais pas trop pourquoi j'étais là, mais en fait, quand j'ai rencontré cette zone de guerre, je me suis dit, j'ai trouvé. Je sais pourquoi je suis là, je sais pas trop ce que je vais faire, mais en tout cas, je sais que toutes mes errances, en tout cas, le bon endroit, il est là. Je l'ai trouvé. Parce que je me suis écoutée. Alors, je sais pas si c'est très raisonnable de vous raconter tout ça, parce qu'en fait, au final, j'ai pas vraiment de réponse, mais je crois que dans le discernement, il y a aussi vraiment l'écoute. Et franchement, cette année de césure, elle a été hyper importante pour qui je suis en train de devenir et surtout le médecin que je vais être l'année prochaine. Donc je me retrouve à Tripoli, je construis des maisons, je suis un peu maçon, je fais un peu le boulot de pseudo-médecin, je suis sur un terrain de guerre, donc après les fonctions sont un peu compliquées à définir. Et je dois partir très rapidement parce que ça commence à craindre, les conflits reprennent, etc. Je me retrouve en Jordanie, dans le désert, dans lequel je reste 15 semaines. Pour réfléchir, j'avais besoin de silence, j'avais besoin de solitude, j'avais besoin de me remettre de toutes ces émotions. Et c'est là aussi où j'ai appris la différence entre aller quelque part et être quelque part. J'ai été dans le désert, c'est-à-dire en 15 semaines, je connaissais les constellations par cœur. Je pouvais me lever la nuit à 2h du matin pour aller d'un camp à l'autre, je savais exactement où était le nord, machin. J'entendais la différence des types de scorpions juste à l'oreille, les traces des serpents dans le désert, je pouvais savoir lequel était venimeux, machin, j'ai vraiment compris, ça a développé aussi une autre manière de voyager. Et en fait, dans le désert, je me suis dit, bon, il va bien falloir que je retourne en France ou en Roumanie, il va bien falloir que je reprenne ces études, finalement. Raisonnable. Et du coup, je me suis dit, mais comme j'aime pas trop être raisonnable non plus, je me suis dit, je vais rentrer en vélo.
Alors j'ai pas pu rentrer en vélo depuis la Jordanie parce que j'ai dû recourt-circuiter la Syrie. Et du coup je suis rentrée en vélo Turquie, j'ai fait Istanbul-Marseille, toute seule. Et voilà, c'était génial, c'était top. En fait moi j'ai besoin dans l'aventure de me dépasser. Et en fait c'est ce qui va constituer ma petite poche de ressources à moi dans les moments difficiles. Donc voilà, j'ai repris mes études qui sont très compliquées en ce moment pour des raisons un peu perso, le Covid, machin. Moi ça fait 1 an que je suis en distanciel, ma vie est en Roumanie, donc j'ai mon appart là-bas, mes habits, etc. Du coup ça fait 1 an que je suis ici, j'ai pas trop d'endroits vraiment où je me sente vraiment chez moi. Donc si vous voulez, les systèmes à l'étranger, je trouve que c'est super bien, c'est ultra formateur, mais il faut savoir que ça a des limites. Et là les limites, je suis clairement en train de les toucher quoi. Donc c'est hyper bien de partir et c'est hyper bien d'être à l'aventure, etc. Mais il faut savoir que parfois on peut se retrouver un peu au bord du fossé et que c'est pas facile de pas sauter. Voilà. Bon, qu'est-ce que je veux dire voilà. Alors par contre, juste 5 minutes et après il y a un truc qui m'a un peu aidé quand même dans toutes ces histoires. C'est Saint Ignace qui dit ça. Il dit en fait un truc qui est pas trop bête, qui dit en gros faut pas prendre de décision dans la tempête. Et je crois que c'est vrai. Et moi comme j'aime l'aventure et quand je suis souvent dans un truc un peu tu vois poussé par cette espèce d'adrénaline tout le temps, en fait c'est là qu'il faut surtout ne pas prendre les décisions. T'as le droit d'y réfléchir. T'as le droit d'y penser, mais je pense que c'est pas bien. T'as le droit de discerner en fait. Mais le moment où tu actes ta décision, qui est en fait la finalité du discernement, c'est un moment où tu dois être. Tu vois, t'as vécu le truc, tu l'as mangé, tu l'as digéré, il est dans tes entrailles et la décision en fait elle devient limpide quoi. C'est dans ces moments-là que en fait il y a une certaine lucidité qui s'appelle souvent des moments de grâce quoi. Voilà, qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre Ah ouais, j'ai genre 5 photos à vous montrer si ça vous intéresse. Donc là, c'est là où je bossais quand j'étais au Liban, tu vois. Ouais. Ça arrive. Voilà, donc en gros, ça c'était les immeubles qu'on détruisait et qu'on reconstruisait, mais c'était un peu compliqué parce que c'est la guerre, quoi. Donc les gens souffrent. Enfin bon, voilà quoi, c'était un peu difficile, mais en gros, c'était le taf que je faisais là-bas. C'est à Tripoli. C'est à Tripoli, ouais, c'est ça. Voilà, bon, j'ai 3 photos de ça. Enfin, c'était très marqué par la guerre et typiquement c'était un moment de tempête quoi, tu vois, parce que tout ce que tu vois autour de toi c'est un peu horrible et toi le but c'est un peu d'être là, de résister et quand même d'essayer, c'est un peu ce que disait Maxence quoi, de faire des petits trucs, de rester 1 heure avec quelqu'un au lieu de vouloir faire 1 million de choses. Je pense que tu l'as très bien dit tout à l'heure quoi. Voilà, vas-y tu peux avancer, donc ça c'était les enfants. Ça, c'était mon lit dans le désert, tu vois, donc pas mal, 15 semaines. C'est le groupe tournoi. Yes. Ça, c'est ça, Ouais, voilà. Voilà, donc parfois on dormait par terre et en fait c'était un lieu que je connaissais par cœur en partant, quoi. Là, c'est où exactement? Ça, c'est en Jordanie. Ouais. Et ça, c'est mon vélo, voilà. Donc 4000 km, 27 jours. Et en fait, je m'étais fait voler mes papiers et mon argent aussi, dans un endroit pas très stratégique dans le voyage, parce que j'ai quand même traversé 12 pays, quoi, et du coup, j'ai dû passer les frontières sans papier, quoi, donc c'était pas évident. Et sans argent non plus, c'est pas incroyable, quoi. Mais du coup, on m'a beaucoup hébergé, j'ai demandé l'hospitalité plein de fois. C'est incroyable, justement. Ouais. Voilà, dernière photo, voilà. Et c'est tout ce que j'avais pas de sac. Voilà. Combien de jours? C'était 27 jours? Ouais, 27, ouais. Bon, ça va? Ouais, ça va, ouais. Bon. Ouais. C'était clair? Ouais, très bien. Ok. Bon, je t'en prie. Merci Tiffaine, merci beaucoup.
donc voilà, vous avez maintenant, je vous l'avais dit en introduction, on a quand même un petit peu voyagé. Vous avez peut-être maintenant, je vais m'occuper du micro, je vais venir vers vous si jamais vous le souhaitez. Vous pouvez poser des questions si vous souhaitez à Maxence, à Tiffaine, aux deux. Voilà, chacun son tour. Je ne sais pas si vous avez déjà des questions ou si je peux en poser moi aussi, parce que moi aussi j'en ai. Mais apparemment, comment ça va? On y va direct? Oui. Celui qui répond, il prend ça en même temps. Mais tu le colles à l'autre, tu vois. Ouais, Tu ok. colles à l'autre micro en fait. Dans la main, tu vois. Une question pour Tiffaine. Oui. J'ai ma sœur qui est en médecine Oui. actuellement, en secondaire année. Ouais. Et je voulais savoir comment s'est passé pour toi ton parcours pour la Roumanie. Alors, en fait, moi, à l'accordaire, en fait, il y avait ce qu'on appelle une P0. Il y avait des cours, en fait, en plus, le soir, super tard, qui te permettaient un peu de voir ce qui se passait et à quoi ça allait ressembler. Parce qu'en fait, on parle beaucoup de médecine, mais en fait, la PACES à proprement parler en France, c'est très... on ne sait pas trop à quoi ça va ressembler, quoi, tu vois. Et moi, j'ai eu la chance d'aller... Donc je m'inscris, même si je sais que je suis bidon en physique, machin, je m'inscris comme... Ça existe encore, trop bien. Je pense que c'est hyper important, parce qu'en fait, moi, je me suis inscrit à ces cours, je suis sortie du premier cours, je n'avais rien pigé. Mais rien, tu vois, genre vraiment, mais... Le truc me débat, c'était des calculs à n'en plus finir, machin. Et je me suis dit, mais au secours, quoi, tu vois, mais c'est pas ça que je veux faire, quoi. Et du coup, j'ai monté un dossier que j'ai envoyé en Roumanie, parce que mes cours sont en français là-bas. Ok ? Et là-bas, tu es sélectionné. Et en fait, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'en fait, le fait que tu sois sélectionné au début de ta première année, ça change tout. En fait, moi, tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire que en Roumanie, si on te prend en septembre, tu sais que tu vas être médecin, quoi. Je veux dire, à condition sine qua non, bien entendu, de réussir tes examens. Et moi, en fait, ce qui me faisait super peur en médecine en France, c'était que la sélection, en fait, elle était tout à la fin, quoi. Et du coup, si tu l'as pas, bah moi, ça me faisait vachement peur. Mais après, une fois de plus, ça dépend de ton appréhension de l'échec, de tes notes. Enfin, tu vois, si t'es super bonne en maths, et je sais pas comment elle est ta sœur, tu vois, mais si tu veux, je pourrais en parler plus amplement, je pourrais t'envoyer un guide, etc. Et mes études là-bas, ça s'est super bien passé, c'est super cosmopolite. Il y a des Palestiniens, des Sud-Africains, des Espagnols, des Italiens. Enfin, c'est un gros Erasmus de 6 ans, quoi. Ça répond à ta question ? Ok, bah tu pourras venir me voir après si tu veux. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Garçon? Faut que j'amène le micro? Oui. Alors. Bonjour, une question pour Tiffaine. Yes. Est-ce que vous allez être médecin en Roumanie du coup? Alors, ouais, j'avoue, j'en ai pas parlé tout à l'heure. Alors en fait, quand tu fais ton cursus là-bas, tu peux passer, tu sais ce que c'est les ECN ou pas? C'est le concours à la fin de la 6e année de médecine en France. Et en fait, c'est un concours national, donc on est 9000, et ton classement détermine ta place et ta spécialité. Donc moi, je vais être urgentiste. Je veux être en haute montagne, je veux être en hélico, je veux être en ambulance, etc. Enfin, moi, c'est le SAMU, quoi, tu vois, qui me branche. Et en fait, les ECN, c'est exactement le même système que la PACES, mais 6 ans plus tard. Et je me suis dit, tu vois, j'ai réfléchi et je me suis dit, bon, moi je suis allée en Roumanie parce que la PACES, c'est un système qui ne me convient pas et en fait, au-delà du fait de ne pas me convenir, je ne peux pas le tolérer. Tu vois, c'est un système, je ne comprends pas comment c'est possible. Et en fait, les ECN, c'est pareil, mais 6 ans après. Et du coup, je me suis dit, bah, est-ce que c'est vraiment intelligent de revenir sur un truc, un système de sélection qui ne te convient pas, alors que tu le sais, quoi, tu vois ? Du coup, j'ai réfléchi aux alternatives, tu vois, j'ai regardé un peu qu'est-ce que je pouvais faire. Du coup, je voulais faire ma spé au Liban, machin. Et en fait, j'ai postulé en Suisse et j'ai trouvé un poste là-bas directement. Du coup, l'année prochaine, je suis médecin en Suisse. Et à la fin de ma spécialité, je peux aller où je veux, quoi, tu vois. Parce que c'est pas l'Union européenne, mais bon, on est globalement en pénurie de médecins, donc a priori, j'aurai pas trop de problèmes. Voilà, ça a répondu à ta question? Je te vois pas. Oui, ok. Si. Oui, les garçons, il va falloir se réveiller après, hein. Oui. Une question pour Maxence. Est-ce que tu sais ce que tu peux faire après Sciences Po? Est-ce que je peux avoir la prochaine question, s'il vous plaît? Non, en vrai,
en vrai, je sais toujours pas ce que je veux faire. Je suis rentré à Sciences Po avec vaguement un projet, mais surtout parce qu'il fallait avoir un projet pour rentrer à Sciences Po. Enfin, ils demandent un projet, en fait. Et là, j'ai pas trop avancé. Mais je pense pas que je sais mieux ce que je veux faire de manière en tant que métier. En revanche, je sais vraiment beaucoup mieux ce que j'aime. C'est-à-dire qu'avant j'étais là, ah ouais, en fait j'aime bien parler, j'aime bien les trucs un peu abstraits, les idées et tout. Et maintenant je me rends compte que c'est quelque chose qui me plaît vraiment. Donc quand j'étais au lycée, j'avais un peu quelque part dans ma tête, il y avait un peu l'idée par exemple d'être prof. Et aujourd'hui je me dis vraiment que être prof ça me tenterait énormément. Et c'est devenu sérieux. Alors en fait c'est pas du tout les bonnes études pour être prof de français. Moi je voudrais être prof de français peut-être, mais pourquoi pas. Et sinon il y a plein d'autres trucs chouettes. En fait voilà, donc t'as rien compris, mais moi non plus. Donc j'ai vraiment bien fait passer l'idée. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en gros je sais beaucoup mieux ce que j'aimerais faire. Alors après il y a encore faut encore un peu choisir des trucs, mais je pense que je suis vraiment plus avancé parce qu'il y a des choses qui me donnent envie et que je connais mieux. Voilà. Merci. Merci. Oui. Ah. Oui. Avec combien de moyens vous êtes entré à Sciences Po et vous avez quel bilan par rapport à la carrière? Attends, pardon, est-ce que... Ah. Oui, quel moyen vous avez en partant de la carrière? Ouais. Alors c'était assez variable parce que cette histoire de faire des petits trucs pour des grandes choses, j'ai compris assez tard. Donc il y avait vraiment un gros réveil entre la première et la terminale. En terminale, j'avais une vraiment bonne moyenne. Je sais plus exactement ce que c'était, mais c'était genre 17,5, un truc comme ça. Enfin, non, mais non, mais en ce qui concerne en particulier Sciences Po, je sais que c'est vraiment pas le seul. Je sais que c'est vraiment pas leur critère de discernement numéro 1, la moyenne. Et encore moins aujourd'hui, ils ont remanié les épreuves. Et donc je sais que Sciences Po, c'est vraiment. Enfin, il y a plein de gens qui ont eu mention très bien au bac et qui sont très forts, mais il y a aussi plein de gens qui ont eu mention assez bien ou pas de mention et qui à côté, je sais pas, faisaient du handball, faisaient des associations du Mune et tout. Enfin, donc Sciences Po, c'est accessible si on a en gros, ils cherchent des mecs passionnés. Mais si t'es pas passionné par les cours et que c'est un autre truc, tu as quand même ta chance, tu vois. Voilà. Merci beaucoup. Oui, question là. Plus fort. Ouais. Est-ce que tu envisages de faire une licence en frontière? Alors, gros débat. En fait, moi, tu vois, typiquement, c'est toujours. J'ai fait médecine quasiment que pour ça, tu vois. Moi, mon mode de vie, je veux qu'il ressemble à des missions, que je sois envoyée, notamment maintenant que je connais bien le Moyen-Orient, tu vois, moi, MSF, Médecins du Monde, SOS Méditerranée, tu vois, voilà. Et en fait, ce qui est super dur, mais vraiment super dur quand tu veux être médecin, c'est que tu envoies des CV à n'en plus finir, et c'est des assos qui vont te répondre, revenez quand vous êtes médecin. Et tu sais, tu réponds, mais en fait, je suis médecin, j'ai 35 ans, tu vois, donc... non, mais c'est vrai, quoi. Et en fait, ce qui est super dur, c'est de se dire, bon, allez, il n'y a que la constance qui mène au but, tu vois, genre, patience, et en fait, c'est super compliqué. Mais oui, effectivement, moi, dès que je suis médecin, ça va être ça, quoi, c'est clair. C'est clair. Voilà. Merci beaucoup. D'autres questions? Oui. 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 C'est une question pour vous deux. Yes. Mais maintenant, c'est plus trop des filières, c'est plus des portails. Et je me demandais si par exemple pour un portail cette année, on a un sentiment qui ne correspond pas du tout, qu'on n'aime pas. Est-ce que vous pensez, selon vos expériences, que c'est possible de se reconvertir sur quelque chose qui nous plaira plus, ou vraiment si c'est handicapant? Trop mignon. Par exemple, moi je suis député, je vais faire prof de français. Est-ce que Tu veux répondre ou... Bon, on le prend ensemble. Ouais, comment Alors moi j'adore cette question, je l'adore, je trouve qu'elle est super et j'ai juste envie de t'encourager et c'est exactement le truc de Maxence, c'est que si maintenant c'est un truc qui te fait kiffer, fais-le, tu vois. Et ça te fait pas kiffer, d'accord, alors change. Oui.
Oui, et je rejoindrai, je suis complètement d'accord. Je pense qu'il y a certains trucs qui sont plus chauds que d'autres. Par exemple, si tu avais français, je sais pas ce que c'est les programmes, mais genre français, art plastique, histoire, ça serait peut-être chaud de faire une MP, enfin une prépa maths sup, maths spé. En revanche, je pense vraiment que mais déjà à mon époque, ça ressemble pas mal à une S ton truc. C'est vraiment possible après de récupérer des facs et tout. Enfin, il y a aucun problème. Et vas-y, hein, parce que tu vas vraiment plus t'amuser. Hein. Ouais. Enfin, j'adore les. Enfin, moi non, mais il y a des gens qui aiment les maths et tout. J'ai rien contre les maths. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. D'interrogation, d'abonnement? Oui, j'avais. Oui, ouais. En plus, c'est vraiment facile. Oui, continue. Non, on fait que des maths. Je peux pas. C'est quoi? Surtout dans ma classe, parce que on a déjà un peu parlé, mais dans tes études, est-ce que tu gagnais ta vie ou est-ce que c'était tes parents qui payaient tes études et comment tu faisais pour dégager du temps pour travailler tous les deux en fait? Merci beaucoup, c'est une très bonne question. C'est une question qui est vraiment importante en fait, parce que les études supérieures c'est quand même vraiment cher. Moi j'ai eu la chance que mes parents puissent me payer mes études. En ce qui concerne, voilà, donc j'ai eu cette chance-là. En revanche, j'ai quand même pas mal de trucs à dire. En ce qui concerne il y a vraiment des bourses qui sont vraiment bien faites. Et qui peuvent faire un premier apport qui est significatif. Par exemple, à Sciences Po, il y a un tiers de boursiers. Enfin, je parle de ce que je connais, hein, mais donc Sciences Po Paris, il y a un tiers de boursiers. Et les boursiers de Sciences Po, ils reçoivent à la fois une bourse de l'État. Et dès que tu reçois une bourse de l'État, mettons, je sais pas, 300 €, et ben Sciences Po te donne le même montant de la part de Sciences Po. Et donc, en gros, ta bourse est doublée. Donc, par exemple, Sciences Po, c'est des études qui sont vraiment extrêmement accessibles aux boursiers, quel que soit le. Enfin, j'ai vraiment. Voilà, il y en a énormément. Et ensuite, alors ça demande parfois ça demande franchement pas mal de ténacité, mais c'est vraiment possible de trouver des petits boulots à mi-temps qui payent les études. J'ai vraiment beaucoup d'amis qui faisaient ça, et même des amis qui étaient à pas mal d'heures de travail. Alors du coup, c'était des mecs qui étaient franchement au-dessus du lot. Mais peut-être pas depuis le début, mais il le devenait. Parce que quand, tu vois, j'avais un pote qui était boulanger, donc il faisait toutes les ouvertures, fermetures de sa boulangerie, et entre les deux, il avait les cours, et en plus, il était en double diplôme. En fait, ça tenait. Hein, et voilà. Et en particulier à l'étranger, oui. Aussi à l'étranger, je trouve que c'est quasiment encore plus simple parce qu'ils ont une culture du petit boulot plus qu'en France. Donc je dirais que c'est galère. Mais c'est franchement jouable dans la plupart des études de gagner sa vie. Et si vraiment les parents ne peuvent pas aider, ça peut être par la conjonction des bourses et des petits boulots. Voilà. Et tu peux faire un prêt étudiant. T'as un taux qui est vraiment cool. Moi j'en ai fait un pour mon année de césure parce que j'avais pas envie que ce soit mes parents qui financent l'arrêt de mes études. Et je sais pas trop si ça va vous parler. Moi j'ai emprunté 5 000 €. Tu vois, pour financer une année de voyage comme ça, et j'ai dû dépenser même pas la moitié, tu vois, en 1 an. Donc après, ça dépend aussi, tu vois, genre ce que t'en fais, etc. Mais en tout cas, les prêts étudiants, c'est vachement bien fait, tu vois. Merci beaucoup. D'autres questions, d'autres interrogations? Oui. Ouais, vous avez parlé de 15 jours dans le désert. 15 semaines, ouais. Alors au début j'ai dû être un peu accompagnée, tu vois, et en fait quand j'ai commencé à connaître le truc toute seule, je pouvais dormir toute seule, tu vois, parce que en fait à la base mon matelas il était par terre et les scorpions peuvent pas monter sur le métal. Du coup j'avais construit, tu vois, j'avais soudé des trucs métalliques, tu vois, pour qu'ils soient surélevés et que les bêtes elles viennent pas, quoi. Et après, faut s'adapter à la chaleur, faut aimer bouffer du riz, tu vois, genre, tu peux pas te laver. Et parce qu'il n'y a pas trop d'eau non plus, tu vois. Et faut avoir une comment on appelle ça ?
faut avoir une flore bactérienne un peu résistante en mode tu peux. Enfin, j'ai quand même pas mal de fois bu l'eau de la pluie, tu vois. Genre tu sais que tu récoltes dans un truc et bon voilà. Bon après moi j'ai pas froid dehors, j'adore dormir à la belle étoile, tu vois. Enfin genre c'était un truc que je connaissais, tu vois, même si c'est pas dans le désert, j'ai quand même beaucoup été en nature toute seule, tu vois. Et du coup ça va, mais je peux te donner plus d'informations si ça t'intéresse après. Merci. Il y a d'autres questions? Oui. Merci. Donc t'en doutes? Oui, même. Oui, et voir. Non mais en fait je peux pas le dire sans paraître hyper péteux, mais c'est vraiment pas du tout le but, mais il y a presque un peu trop de proportion vie sociale par rapport à la proportion vie étudiante en moyenne à Sciences Po. On a en moyenne, je sais pas, 25 heures de cours par semaine, un truc comme ça. En gros, ça te fait 3 vrais jours et 2 jours de libre. Donc moi, j'avais des week-ends de 4 jours, donc c'est franchement pas mal. Voilà. Mais c'est ça. Mais du coup, il y a beaucoup de grasse mat. Et enfin voilà. Non mais donc la vie sociale à Sciences Po, c'est complètement possible. Et même je recommande. De mes amis qui étaient à Sciences Po et tout, je recommanderais vraiment les doubles diplômes qui sont avec Sciences Po. Moi j'ai eu la chance d'en faire un en histoire avec la Sorbonne et en fait ça rajoute quelques heures de cours mais c'est vraiment absorbable. Enfin j'ai toujours le moment de ma vie où j'ai le plus travaillé c'était en terminale. Après c'était toujours moins pour vous donner une idée. Enfin voilà. Il y a quelqu'un qui veut te poser une question. Ah. Une question pour Maxence. Tiffaine nous a parlé de son retour depuis Istanbul. Tu nous as pas dit comment tu étais revenu de Jérusalem. En fait, c'est assez marrant parce que c'est presque la même histoire, mais sans les mollets. Donc en fait, moi je suis revenu en stop de Jérusalem et depuis la Turquie, depuis Antalya, donc dans le sud-ouest. En fait, je te rejoins complètement sur ce que tu as décrit. Moi, en gros, j'étais là, c'est super, un an, non, ok. En vrai, j'ai un peu une fibre écolo, donc j'aime pas trop prendre l'avion. Je me dis, c'est cool de voir les trucs en vrai. Enfin, je pense que tu es peut-être d'accord avec moi. Et voilà, et du coup, je me suis dit, ça serait chouette. Enfin, là, j'ai passé un an que j'ai adoré à un endroit que j'aime. Et comme je l'aime, là je recycle complètement mon truc, mais comme je l'aime, j'aimerais me donner, faire un truc exigeant pour lui, un peu m'engager pour ce truc que j'aime, et pas rentrer juste en mode je monte dans un avion, je descends de l'avion, je suis chez moi. Voilà. Genre quand t'as habité un an à un endroit, c'est hyper bizarre d'arriver à l'aéroport, de prendre l'avion et en 2 heures d'être chez toi, c'est genre d'une violence. Moi je me suis dit c'était pas possible quoi. Ouais. Voilà, et donc moi, 27 jours, moi j'ai mis 40 jours, moi j'avais un peu pris le temps, et puis je me suis dit, j'ai vraiment vu la différence entre Jérusalem, moi j'étais Jérusalem et beaucoup dans les parties arabes, donc la Cisjordanie, la Palestine et tout, c'est vraiment un truc très très pauvre avec pas beaucoup de choses. Et je me suis dit, la France c'est très très riche avec plein de trucs, qu'est-ce qu'il y a entre les deux? Et du coup je suis rentré et moi je m'étais dit que j'essaierais de le faire avec 2 € par jour pour un peu être obligé de rencontrer les gens sur le chemin. Et c'était ouf, vraiment pour ceux qui n'ont pas encore fait de stop. Alors peut-être que vos parents vont me maudire, mais vraiment faites-le, parce que c'est vraiment dingue. Alors en vrai on a tous des vies très différentes, mais à Lacordaire on a quand même la chance d'être dans un milieu en moyenne où on a des choses qui sont très riches pour nous, riches pas au sens argent, mais au sens on a plein de trucs qui nous arrivent dessus. Et en fait l'expérience un peu de la pauvreté au sens du dénuement, ça c'est hyper puissant. Et la Turquie, du coup moi en fait j'ai passé genre 15 jours en Roumanie. Aussi d'ailleurs, et que j'ai adoré. Et les Roumains, ils sont vachement généreux, ils te donnent plein de trucs. Et en moyenne, par exemple, les gens qui m'hébergeaient, c'était des femmes seules parce que leur mari vendait de la camelote au pied de la Tour Eiffel. Genre, leur mari avait émigré en France pour
comme tous les Roumains, enfin on voit très souvent des Roumains qui sont dans la rue et tout. Et en fait, moi je dormais alors c'est des Roms, mais pas que. Et elle, son mari, il était chef dans un mini resto pourri à Paris, et je dormais chez elle. Et en fait, je me suis dit, c'est un peu l'inversion. Enfin, quand on est, facilement en France, on est là, ouais, ils nous piquent nos travail. Enfin, genre, il y a un peu ce discours-là qui flotte souvent. Et en fait, bah non, on peut retourner en se disant, bah, qu'est-ce qu'il y a sur place. Enfin, je sais pas. En fait, voilà, on pourrait en parler très longtemps, et je pense toi aussi. C'est super les voyages pauvres. Non, les voyages vraiment pauvres. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questionnements? Vous trouvez qu'il y a des questions dans les bars? C'est moi qui vais poser les questions. Ça ne m'arrête pas là. Ça, on n'a pas. Ouais. J'avais réussi à faire cette transition entre savoir ce qu'on veut faire, comment je le vois, et avoir cette même sur la situation, comment j'arriverai à le faire. T'as des trucs à dire? Ouais, je crois. Genre, tu parles typiquement de notre retour, par exemple? Ou tu parles plus d'être parti? Les études? Pour les études, ok. Moi, je te dis, en fait, moi, je peux te parler que ce que je connais, à savoir médecine, tu vois. Et en fait, déjà, comme ça a été une vocation, je l'ai presque pas choisi. Et en fait, tu vois, parfois, je perds le sens du truc et je me dis, putain, mais c'est nul ce que je fais, c'est trop long, ça sert à rien, c'est trop dur, c'est trop de sacrifices, t'es tout le temps tout seul à bosser. Enfin, vraiment, genre, parfois, c'est vraiment dur. Genre, ça, faut vraiment le dire, les gens qui partent en médecine, je suis désolée, mais c'est dur et c'est long. Mais, à côté de ça, franchement, tu vas à l'hôpital, tu t'occupes d'un patient, tu sais pourquoi t'es là. Ça, c'est vraiment l'avantage de staff, tu vois, c'est que tu sais, enfin, je veux dire, même si parfois tu te sens perdu, etc., le sens est quand même hyper facile à trouver. Et franchement, tu prends en charge un patient aux urgences, tu t'occupes de lui. C'est en fait, toutes les questions, elles s'effacent, tu vois, ça revient d'un coup et c'est vraiment un moment de grâce, tu vois. Et je pense que c'est hyper important de l'entretenir. Donc moi, je te dirais, en fait, même si c'est super compliqué, je te dirais d'entretenir, de faire ce que t'aimes, tu vois. Et en l'entretenant, ça va devenir de plus en plus clair et de plus en plus limpide. Et ça va effacer tout le côté dur. Alors, pas l'effacer complètement, malheureusement, mais voilà. Ouais, je suis très d'accord. Et par exemple, pour Sciences Po, moi, c'est un métier qui est c'est des études qui sont beaucoup moins en rapport avec les gens et tout, mais c'est aussi des idées où tu te dis, tu sors d'un cours, tu te dis, la manière la richesse que j'ai maintenant d'un point de vue intellectuel, elle vaut le reste et donc ça reste très dur. Enfin, il y a plein de moments qui sont durs, mais en gros, il y a ma maman, ou je peux dire notre maman, hein, parce qu'il y a Aurore qui est là par exemple, et aussi mes autres frères. Il y a notre maman, elle dit un truc, il faut trouver il faut trouver quelque chose. En fait, tout est 90% relou et inutile. Ok. Enfin, tous les métiers, les études, enfin tout sur Terre est à 90% décevant. En revanche, il faut trouver la chose dont les 10% restants justifient les 90. Et en fait, si tu trouves un truc dont les 10% c'est vraiment quelque chose qui te plaît énormément et dans lequel tu te donnes, en fait, tu seras heureuse de faire les 90 qui restent parce qu'ils serviront les 10. Enfin, tu vois, c'est toujours un ratio qui est pas très favorable, mais donc il faut d'autant plus trouver les 10 qui tiennent le coup, quoi. Ouais, on dirait. Ouais, grave. Tiffany dit ouais, grave. Ouais, grave. Est-ce qu'il y a d'autres interrogations? Putain, avec ces interventions de fou, là. Ah là, on a touché les publics, là. Yes. En tant que femme et jeune fille, est-ce que tu n'as pas eu beaucoup d'appréhension de partir loin dans des pays que tu ne connaissais pas? Alors, le truc, c'est que je t'ai parlé un peu tout à l'heure de mon problème de si jamais je suis pas dans l'aventure, j'ai l'impression de pas exister, ce qui est faux. C'est une fausse idée, tu vois. Et en fait, le truc, c'est que en tant que femme, c'est d'autant plus puissant. C'est-à-dire que parfois, ça l'est tellement que ça devient limite une compétition un peu malsaine, tu vois. Je me dis, typiquement cet été, tu vois, j'avais des potes qui ont fait le GR5, ils ont traversé la France à pied, tu vois. Ils l'ont fait en 30 jours. Moi j'ai dit, je veux le faire, mais c'est impossible que je mette autant de temps qu'eux, tu vois, parce que je suis une fille et parce que je suis toute seule, tu vois. Et du coup j'ai foncé,
tu vois, et je me suis ruinée, enfin vraiment, genre j'ai couru tous les jours, je faisais 40 bornes par jour, enfin tu vois, genre la grosse malade. Mais le fait est que, tu vois, tu peux dire, ok, la fille elle fait ça juste pour prouver aux autres qu'elle est meilleure, que c'est une fille, donc elle le fait mieux, tu vois. Mais en fait, en tant que femme, je te jure, si tu fais des trucs qui te semblent impossibles, etc., ça va te donner une confiance en toi. Mais un truc de... Enfin, genre moi, c'est vraiment là que je vais puiser, tu vois, ça de 1. Et de 2, Karim, ici présent, enfin quelque part dans la Corbière, quoi, m'a initié au sport de combat. Oula. Karim m'a initié au sport de combat et j'ai fait 7 ans de boxe en tout, tu vois. Et franchement, en tout cas pour toutes les femmes, je vous jure, ça développe une confiance en toi, mais ça devrait être quasiment obligatoire, tu vois. Mais du coup, non, pas tellement d'appréhension, mais et si tu le fais une fois que t'as passé le pas, après t'as envie de plus, tu vois, et c'est vraiment un cercle positif, tu vois. Donc non, vraiment, je t'encourage encore plus à le faire si t'es une fille, tu vois, parce que tu vas prouver des trucs aux autres et tu vas inspirer d'autres gens, tu vois. Oui, madame. Oui, ici. Ah. Ils sont trop bien les questions. Ils sont chauds, surtout les filles. Je pense que parce que plus mature. Moi, je voulais savoir comment ça se passe la vie en distanciel. Oula, putain. Oh. Comment faire? Moi, je voulais savoir comment ça se passe la vie en distanciel. Un truc à dire? Ouais, j'ai des trucs à dire, mais c'est vraiment pas raisonnable. Ouais. Bah. Bon alors moi je suis vraiment la mauvaise personne à qui il faut poser cette question parce que j'ai hyper honte de vous le dire. Moi j'ai des cours en distanciel depuis 1 an et c'est l'enfer et j'ai clairement à un moment donné décroché, tu vois, parce que médecine, mine de rien, ça reste quand même médecine et tout ce que tu fais c'est quand même méga compliqué. Et en fait, être derrière, t'as bien compris quoi, tu vois, moi qui ai besoin de bouger trop, être derrière un ordi toute ta journée pendant 1 an, c'est genre pas possible. Du coup, moi vraiment, je sais pas trop si c'est bien, enfin vraiment, moi c'est très 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 dur et psychiquement c'est super compliqué. Et j'espère que ça va reprendre, mais c'est pas sûr, tu vois, parce que du coup j'ai un peu refait ma vie ici, tu vois, j'ai rencontré d'autres gens, j'ai créé des nouvelles relations, machin. Je vais peut-être devoir tout lâcher pour repartir en Roumanie, tu vois, genre, non, le distanciel c'est vraiment vraiment dur. Genre moi je suis un peu à bout et il y a plusieurs moments où je me suis dit que j'allais craquer alors que ça m'est jamais arrivé dans ma vie et dans mes aventures de me dire que j'allais craquer. Alors, je te rejoins dans ce que tu dis, Tiffaine, c'est vraiment dur. Et je pense que encore plus pour certains que pour d'autres. Moi, par exemple, j'ai la chance d'être en stage depuis 6 mois, donc j'ai eu que 3 mois de cours en distanciel et j'y suis pas allé. Enfin voilà, j'ai fait d'autres trucs. C'était super, mais c'était pas des cours. Donc je suis un mauvais élève. En revanche, donc je crois que c'est vraiment dur. Il y en a qui, toute ma promo, il y a beaucoup de gens de ma promo qui sont en études, ils arrivent à le faire, ils se mettent entre copains pour télétravailler, donc c'est possible, mais c'est dur. En revanche, juste si on veut avoir un peu d'espoir, en fait, c'est qu'on se rend compte à quel point c'est vraiment bien les cours en présentiel. On se rend vraiment compte que quand on va quelque part, et pour moi, aller quelque part, c'est déjà une petite chose qui prépare les grands nains. Parce que pour me lever, pour aller à la Sorbonne à 8h du mat le vendredi, parce que en fait, jamais j'arrivais à me lever, et en fait, je me forçais et tout pour y aller, et c'était super. Et je me rends compte aujourd'hui, on pourrait se dire, ah mais non, c'est super, il y a les cours en distanciel, on n'a plus à se lever trop tôt, on reste chez soi. En fait, non, ça vaut le coup de faire des efforts pour aller en cours parce que ça paye. Il y a le jeu en vaut la chandelle. Et du coup, ce qui est assez positif, c'est on se dit, finalement, les cours, c'est vraiment génial d'y aller. On se fait des copains, on change de milieu, on change de truc. Enfin, voilà. Donc, alors, avec les histoires de vaccins et tout, c'est un peu compliqué, mais on peut imaginer que vous aurez quand même des cours en distanciel dans un futur, en présentiel dans un futur relativement proche. Donc, c'est plutôt encourageant. Voilà. Oui, question là. Un peu, tu veux Non, Oui. Si vous n'avez pas eu peur de jamais trouver la réponse en soi de quoi faire, quoi aller, etc. Et je pense que ça peut s'appliquer à un peu ou deux parce que si tu connais déjà la médecine, etc. Ça va être compliqué quand tu as pris ton année
de partir et de se dire est-ce que je vais trouver ma réponse, pourquoi je suis partie, pourquoi j'ai fait ça et pourquoi je me suis arrêtée. Ouais. C'est une très très bonne question, tu vois. Et en fait, moi, ma question, je la trouve parfois dans le silence. Et tu vois, les 15 semaines dans le désert, elles étaient pas là pour rien, clairement. Et après, j'ai un peu ce problème de aussi quand j'adore l'aventure, quand ça va, je sais pas comment t'expliquer, mais c'est comme si il fallait que j'aille au fond de la mer pour ramener le truc, tu vois, genre je peux pas m'arrêter au milieu, tu vois. C'était Moyen-Orient, donc zone de guerre, donc Tripoli, genre tu vois, genre je m'y mets vraiment en mode vénère pour trouver la réponse et ça marche pas toujours. Tu vois, genre là typiquement, comment est-ce que je vais réussir à tenir ma 6e année de médecine en distanciel ? Franchement, j'ai pas trop la réponse, tu vois, genre, et c'est en me perdant, tu vois, en vous parlant, tu vois, genre en allant un peu toujours plus profond dans ce que je fais, en faisant un peu des sports à risque, genre l'alpinisme, l'escalade, etc., tu vois, genre c'est des sports qui m'aident vachement, tu vois, à me mettre en danger et à réfléchir là-dessus. Merci beaucoup. Voilà, donc moi encore une fois je vais dans le sens de Tiffaine. Après, moi j'ai le vertige et tout. Enfin, moi je pas du tout de trucs dangereux. Ça me fait peur. Mais je pense qu'il y a effectivement il y a le silence et la solitude sont des trucs indispensables pour être sûr de ses choix. Et moi en fait je suis aussi rentré de Jérusalem en stop parce que je m'étais dit en fait je veux pas. En fait, en 3e année de Sciences Po, on choisit son master. Et moi, j'avais galéré à choisir mon master parce que je savais pas où j'allais. Donc, du coup, j'ai choisi, devinez, le master où on n'a pas besoin de choisir. En fait, c'est le master généraliste. Donc, super. Donc, je suis toujours pas plus avancé. Mais je suis rentré de Jérusalem en stop en me disant, comme ça, j'ai 40 jours pour vraiment laisser les trucs. Vous voyez, c'est comme quand on agite de l'eau, il y a de la boue, après ça tombe. Enfin, voilà. Après, il y a juste de l'eau. Et il faut laisser décanter, il faut voilà, laisser le temps. Et donc ça, c'est la première réponse, vraiment prendre du silence et prendre de la solitude. En revanche, il y a aussi une deuxième réponse qui est avec, et qui est de passer à l'action. Quand on n'est pas sûr, et c'est un peu l'idée de l'engagement, quand on n'est pas sûr de son choix, il y a la peur, la tristesse ou la colère, c'est 3 choses qui paralysent. Et donc quand on a un peu peur, quand on est un peu triste parce qu'on a l'impression qu'on n'ira nulle part, quand on est en colère parce qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de place pour nous, en fait on n'arrive pas à passer à l'action et on n'arrive pas à... Rien de bon peut arriver. Dans ce cas-là, je pense que passer à l'action, c'est vraiment bénéfique. Et pour un exemple très concret, moi je suis en stage dans l'administration. Et pour 6 mois, de septembre à février. Et après, j'ai un nouveau stage de mars à août. Et donc, ça fait un peu plus d'un mois que je cherche un second stage. Et j'ai vraiment du mal, parce que j'étais là, aucun second stage n'a de sens. C'est la galère, vraiment, je veux arrêter, je veux partir. Je me suis vraiment dit, et si je m'enfuyais en stop, où est-ce que j'irais et en fait, non. Je me suis forcé à envoyer des candidatures, même à des trucs qui n'avaient pas l'air d'être géniaux. Je me suis forcé à passer des entretiens. Et en fait, ça m'a remis d'aplomb. Donc, c'est-à-dire, à la fois, parfois, il faut vraiment du silence et de l'écoute, et à la fois, parfois, je pense qu'il faut juste passer à l'action et faire des petits trucs. Et aussi, ce que je voulais dire, c'est que parfois, tu te dis comment trouver la réponse, mais parfois, tu ne connais même pas la question, tu vois. Moi, quand j'ai arrêté mes études, mais j'avais 0 idée de pourquoi je le faisais, tu vois. C'était juste un truc dans mon ventre qui me disait, mais là, il y a un truc à faire maintenant, mais je savais pas du tout ce que c'était, tu vois. Et donc en fait ça rejoint un peu cette histoire d'appel qui est super compliquée parce qu'en fait personne d'autre peut le comprendre. Et du coup tu te retrouves devant un truc où tu vois tu sais absolument pas quoi dire, mais tu sais que ça existe. Et en fait en fait pour moi c'est ça la confiance en toi, tu vois, c'est savoir t'écouter, te dire là il y a un truc à faire, je peux pas encore le dire mais je sais que je vais pouvoir le dire. Ouais, voilà, donc à la fois vraiment écouter et à la fois faire. Merci. Alors encore 1 ou 2 questions. Oui. Enfin, les meufs, ouais. méga chaud, quoi. C'est nul. C'est un problème. Il n'y en a pas. Super. Merci. Bonjour. Allez, alors. Ma question, c'est par rapport à Tiffaine. Yes. Comment vos parents ont réagi face à votre parcours? Est-ce qu'ils vous ont soutenu? Alors ma mère est derrière toi.
Donc, ça n'a pas été méga facile, en fait, parce que je savais pas ce que j'allais chercher. Donc tu vois, ce qui était encore compliqué, c'est la question précédente, tu vois, c'est-à-dire que je dis quelque chose, je dis que je veux m'arrêter, mais je peux pas leur expliquer pourquoi, tu vois. Et en plus, je leur dis que je veux faire un truc dangereux, et je suis même pas capable de leur dire. Alors du coup, j'ai fait une retraite silencieuse dans un noviciat, etc., machin, mais j'ai pas réussi, tu vois, à donner vraiment ce que je ressentais, tu vois. Et en fait, moi, j'ai la chance d'avoir des parents qui font vachement confiance. Et ce goût de l'aventure, il date pas d'hier, tu vois, genre j'ai fait 10 ans de scoutisme, enfin genre c'est un peu qui je suis, tu vois, profondément. Donc bah ils me connaissent, c'est clair. Et de toute façon, pour laisser partir ton gamin en Roumanie, qui est un pays sous-développé à 3000 km quand il a 18 ans, c'est clair qu'il faut lui faire confiance, tu vois. Donc moi je dirais que je leur ai fait hyper peur, surtout sur le retour à vélo, machin, genre à mon avis ils ont vraiment flippé, tu vois, parce que je donnais pas trop de news non plus, tu vois. Puis quand tu dis que t'as perdu ton passeport, que t'as plus de fric, machin, c'est pas non plus ouf, quoi. Mais par contre, j'avoue qu'il y a une relation de confiance qui a grandi depuis qu'on est petit, et je me suis vachement appuyée sur cette confiance. Et je faisais aussi des lettres ouvertes à parution irrégulière. Donc j'envoyais genre 3 fois dans l'année, tu vois, un mail en expliquant ce que je faisais, et je pense à un peu rassurer, je sais pas trop. C'est des trucs comme ça, genre merde. Je crois qu'effectivement, on t'a fait confiance parce qu'on a senti que c'était aussi de te faire confiance. Et je crois que vos parents, dans les années qui vont venir, vous allez construire une vraie relation avec eux basée sur la confiance. Mais aussi, tu as donné des gages de cette confiance. Ouais. Par ta régularité, quand tu étais au Moyen-Orient, tu as appelé quand même régulièrement, tu avais des nouvelles, même si on ne savait pas tout. Et puis nous, on avait aussi bordé quelque part ce voyage, puisque la seule chose qu'on avait imposée, c'est que tu prennes quelques jours de silence pour réfléchir et poser les choses par écrit et en parler à quelqu'un. C'est un accompagnement. Et voilà, n'hésitez pas à parler à vos parents. Nous arrivons bientôt à 17h30, il reste 3 minutes. Je pense que, voilà, si vous voulez bien, on va arrêter les questions ici. Merci beaucoup pour toutes vos questions. On fait la dernière question. On dit la dernière. Leur écrire aussi, leur les écrire en mail. Par mail, passer par moi, vous pouvez me demander, j'ai leurs coordonnées, n'hésitez pas.